Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc, nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors, si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau « De rien ». Ok, bonjour Manuel. Bonjour Romain, Ça va bien ? ça va très très bien. Bon, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Donc, on se situe dans l'agence de J'achète en Espagne à Alicante. Et puis, on va me parler un petit peu de tout ce qui est investissement finalement en Espagne. Moi, je lis énormément de choses en fait sur l'investissement immobilier en Espagne. Il y a beaucoup de rappeurs connus d'ailleurs qui ont fait des chansons, donc notamment Jul qui a fait une chanson titrée En revenant d'Alicante. Je l'entends de plus en plus. J'ai l'impression de voir beaucoup d'articles là-dessus. Il y a d'ailleurs des podcasts très connus qui ont fait des épisodes récemment sur l'investissement en Espagne. On voit que l'Espagne attire finalement. Oui, énormément. Aujourd'hui, l'Espagne est un bon challenge pour les investisseurs, aussi bien pour ceux qui veulent y vivre pour leur retraite, comme les investisseurs pour la rentabilité locative qui est aujourd'hui une rentabilité exceptionnelle avec le manque de produits, donc énormément de rentabilité, des rentabilités avec des pourcentages qu'on en parlera, je suppose, après. Où tu verras des pourcentages importants. Et la question que je me posais, est-ce que le fait d'en parler souvent, est-ce que toi, tu vois une vague assez forte arriver de francophones depuis là 2024-2025 ? Moi, c'est vrai que j'avais en tête, il y a 10 ans, le Portugal attirait beaucoup aussi, parce qu'il y avait le Golden Visa, etc. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment une destination, l'Espagne à la mode pour les investisseurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Le Portugal, comme tu l'as si bien dit, avec la Golden Visa, était très attractif. Depuis, je dirais, plus de 5 ans déjà, l'Espagne lui a pris le dessus. Et l'investissement aujourd'hui en Espagne, avec, il faut quand même pas oublier, ici on leur offre entre 300 et 320 jours de soleil par an selon les endroits. La plage, la montagne, les centres pour s'amuser et pour être en famille. Donc oui, c'est très 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 attractif et je dirais que le Portugal aujourd'hui a subi toujours pareil. La Golden Visa était intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les prix ont commencé à grimper et aujourd'hui, le Portugal est devenu quand même beaucoup plus cher que l'Espagne aujourd'hui pour offrir des biens. D'accord, ouais, en termes d'opportunités, le Portugal est moins accessible que ce qu'il était avant. Et donc, d'où l'Espagne. Ok. Et alors, moi, je suis un petit peu loin de tout ça, mais économiquement parlant, etc., c'est vrai que je reste sur la crise espagnole il y a maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Comment, d'après toi, se porte l'Espagne ? Est-ce que c'est un pays qui est en renouveau, qui promet des bonnes opportunités ? Il y a une chose. Nous, on a vécu en 2000, je crois, le monde entier, Golden Brothers, 2007-2008, crise immobilière financière dans le monde entier. D'accord, l'Espagne, bien sûr, l'a subi comme tous les pays. Certaines villes, ce qu'ils ont fait, c'est pas baisser les prix, mais se maintenir. Je prends l'exemple Valence, qui a été une des villes qui s'est maintenue au niveau des prix. Et petit à petit, elle a repris le dessus. Et à partir de 2012-2013, on a recommencé, d'accord, à avoir des tarifs normaux et reprendre le dessus économique. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est... avant, il y avait la bulle immobilière bien connue et c'est ce qui a fait justement le fracas de tout ce qui s'est passé en 2007-2008. Aujourd'hui, il n'y a plus cette circonstance. Pourquoi ? Non seulement, déjà les banques, au niveau financement, elles font beaucoup plus attention qu'avant. Avant, on prêtait n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réticents.
Donc, ça, c'est la première des choses. Secondo, aujourd'hui, les clients investisseurs qui choisissent l'Espagne, choisissent l'Espagne pour ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des gens qui viennent pour y vivre, on a des gens qui viennent pour passer leurs vacances, et on a les investisseurs pour la spéculation locative. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui font la demande, et l'Espagne n'arrête pas de grandir, quoi qu'il arrive. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, il y a des personnes qui viennent plutôt pour leur résidence principale, quitter la France, vivre leur retraite en Espagne. Tu en as d'autres, c'est leur résidence secondaire. Tu en as d'autres, c'est également pour investir. Est-ce que tu saurais me dire si c'est un tiers? C'est quoi les proportions un peu que vous voyez en agence du coup? Aujourd'hui, je dirais que 35%, ce sont des gens qui investissent pour leur résidence secondaire. 40% sont pour les résidences de retraite. Et ce qui restera en pourcentage, qui est à 25%, sont pour les investisseurs. Voilà un petit peu le... Ouais, donc tu as quand même une moitié en fait qui investit pour y vivre, grosso modo, et une grosse moitié qui investit quand même. Donc on sent un engouement particulier des investisseurs, quoi. Tout à fait d'accord. Là, après, pour les investissements locatifs, il y a des petites précisions à faire à chaque fois. D'accord. Aujourd'hui, les licences touristiques sont obligatoires pour pouvoir faire de la location à courte durée. Donc, style Airbnb, pour pas le nommer. Aujourd'hui, les grandes villes comme Alicante, comme Valence, ne donnent plus de licence touristique. Il faut acheter un bien qui en est déjà une, mais en plus avec certaines circonstances. Donc, il faut faire très attention quand on fait un investissement locatif, savoir qu'est-ce qu'on achète. Bien sûr. Et je me posais la question, donc forcément, vous, agence plutôt francophone, donc vous accueillez des Français et des Belges, je suppose. Mais est-ce qu'il y a d'autres communautés qui viennent en force en Espagne? J'avais en tête un peu les Anglais quand même, et j'ai l'impression que ça diminue depuis le Brexit. Est-ce que toi, tu vois d'autres nationalités qui viennent beaucoup en Espagne? Aujourd'hui, nous, la clientèle donc francophone, elle englobe aussi les Suisses. Oui, D'accord. sûr. Donc une clientèle qui a pris pas mal de dessus. D'accord. On a beaucoup d'Hollandais qui investissent, et après on a, je dirais à part égale, Allemands et Anglais, d'accord, qui viennent. Mais notre grand fort reste quand même les francophones. D'accord. Et un petit peu de pays de l'Est aussi, les Ukrainiens, les Russes, à la marge ou pas? Disons que oui, mais c'est une clientèle que nous ne touchons pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent justement par des agences aussi spécialisées, d'accord, donc c'est bien aujourd'hui au niveau du marché. Nous, tout ce qui est francophone, j'achète en Espagne, c'est elle qui prend la majorité. Et puis, il faut quand même laisser que les autres travaillent aussi un petit peu. Oui, c'est leur propre nationalité. C'est clair. J'ai vu, donc j'ai regardé un petit peu le site, j'ai bossé un petit peu avant de venir. Donc j'achète en Espagne, c'est une entreprise qui est créée depuis 2017, pardon, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous avez 6 agences. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, donc il y avait qu'une ville que je connaissais pas, Binaros. Mais si j'ai bien compris, vous êtes plutôt implanté, on va dire, sur la côte. D'après toi, en fait, c'est parce que les gens ils recherchent la mer Méditerranée. Et est-ce que tu vois finalement d'autres villes qui seraient attractives en Espagne? Aujourd'hui, c'est vrai que là où nous sommes installés, c'est par rapport à la demande. Donc, on traite avec notre agence à Barcelone, de la frontière jusqu'à Tarragone, c'est Barcelone qui s'en occupe. De Tarragone jusqu'à Castellón, c'est Vinaros, qui a été créé il y a 1 an et des poussières. D'accord. Donc, elle est très jeune, très active d'ailleurs. Après, on a Valence qui reprend de Castellón jusqu'à Dénia à peu près. Ouais. Et puis après, Alicante qui prend de Dénia jusqu'à Torrevieja et un petit peu plus bas. Et puis après, on a celle de Malaga qui fait pratiquement jusqu'en bas de l'Espagne. Et puis, sans oublier celle de Madrid, où on est installé aussi à Madrid depuis déjà 3 ans et qui fonctionne très, très, très bien. Ouais, vous avez fait un super maillage du territoire en fait sur toute la côte, en laissant pas de trous. Et puis la capitale, je suppose, oblige. Il se fait que c'est un foyer vivant avec pas mal d'opportunités. Tout à fait. Et du coup, vous n'avez pas encore cette envie d'aller peut-être au nord-ouest, vers des Bilbao, Santander? Il y a une chose, pour l'instant, on n'a pas cette demande, d'accord, de clientèle. Aussi, elle est vraiment minimum, donc pas pour aller s'installer et mettre quelque chose de physique sur le côté atlantique.
Donc aujourd'hui, la Méditerranée, qui nous Ouais. donne déjà pas mal de travail à Et faire. donc, selon toi, c'est vraiment là un critère important parce que on pourrait dire Santander, San Sebastián sont aussi très proches de la France comme pourrait l'être Barcelone, Ouais. mais la mer Méditerranée quand même prend vachement le dessus. J'ai Oui, je l'impression. préfère. Elle attire beaucoup plus le côté méditerranéen que plutôt le côté atlantique. Les gens francophones, généralement, l'Atlantique, ils la connaissent. Et les Français sont très près d'elle. Et aujourd'hui, ils cherchent... pourquoi? Parce que l'Atlantique, même Saint-Sébastien, par exemple, te donnera pas 320 jours de soleil par an. D'accord. Voilà, Donc donc c'est vraiment important. Ouais. exactement. C'est le primordial. Et puis après, il y a aussi le côté qualité de vie et la façon dont les gens reçoivent D'accord. les étrangers ici sur le côté méditerranéen qui attire énormément aussi. Ouais, ils sont peut-être aussi plus habitués à avoir des communautés francophones et voilà, du tourisme dans certaines villes. etc. Exactement, tout à fait. Et toi, alors, tu connais, on discute un petit peu en amont, tu connais super bien l'Espagne, donc t'es peut-être pas neutre parce que peut-être une préférence pour Valence. Mais selon toi, comment choisir sa ville? C'est quoi les questions qu'il faut se poser pour se dire, bah, plutôt Alicante, plutôt Valence, etc. Il y a une chose, aujourd'hui, justement, c'est la première des choses qu'il faut faire, ce sont justement ces critères-là. C'est d'abord, qu'est-ce que je recherche? Je recherche un centre-ville et avoir la plage pas très loin, avoir la montagne aussi très près, mais je recherche plutôt la ville que un centre balnéaire. Donc, oui, bien sûr, on choisirait Barcelone, on choisirait Valence, par exemple. Tu veux plutôt la plage et ton budget il est un petit peu plus réduit, aujourd'hui il faut choisir Alicante, oui tout à fait, ou Murcia, donc qui est un petit peu plus bas, qui est aussi attractif. Donc après, pas oublier Malaga et tout ce qui est l'Andalousie. Donc le premier critère, c'est d'abord savoir qu'est-ce que je recherche. Et en même temps, qu'est-ce que je recherche, très important, quel est le budget, d'accord, que je vais mettre. Naturellement, les prix de Barcelone et les prix de Valence sont supérieurs à ceux d'Alicante ou ceux de Murcia. Donc voilà ce qui est important à savoir. Ouais, je suppose dans l'ordre Madrid, capitale, forcément, comme un peu nous, Paris en France, avec des prix au mètre carré qui commencent à être plus compliqués. Tout à fait. Après, comme tu dis, Valence et Barcelone qui commencent à être des villes très attractives touristiquement. Puis voilà, on redescend petit à petit. Après, c'est vrai que moi, ayant connu, j'ai toujours assez jeune plutôt voyagé en Europe pour découvrir. Et c'est vrai que je pense que l'évolution des lignes d'avion ont fait pour beaucoup parce que tu as des aéroports qui sont beaucoup développés, notamment Alicante, etc. Ouais. Il y a une époque, c'était moins facile d'y aller en avion. Et donc, je pense que Barcelone, où ils faisaient des tarifs très agressifs pour l'avion et tout, forcément beaucoup plus développé son tourisme grâce à ça. Puis petit à petit, les autres villes. Mais encore maintenant, il y a des villes qui sont assez sympas. Je pense à Cadiz, choses comme ça, qui n'ont pas forcément de gros aéroports. Tu es obligé de reprendre la voiture ou le train pour y accéder plus facilement. Quoi. Exactement, Romain. C'est-à-dire, au départ, comme tu le disais, Barcelone, c'était très facile pour un Européen d'y aller grâce à son aéroport. Aujourd'hui, le deuxième aéroport le plus important à un niveau international, c'est Alicante. D'accord. Donc, tu as n'importe quelle ville d'Europe, tu peux arriver à Alicante en très peu de temps et avec des tarifs très intéressants. Donc, Alicante, très bien. Après, tu as Valence aussi, donc un aéroport international, je dirais moins important que celui d'Alicante, mais facile d'y arriver. Et puis après, il y a les transports en train qui sont avec un réseau ferroviaire qui est magnifique ici en Espagne aujourd'hui. Donc, très facile d'accès. Ok. Pour rester un peu sur le côté, la question un peu macro avant de rentrer dans le détail, moi je me demandais, est-ce que tu as à peu près en tête l'évolution d'un bien immobilier si tu as acheté il y a 1, 2, 3 ans? Est-ce que tu sais à peu près combien prend un bien par an? Comment ça s'apprécie là dans le temps en ce moment? Il y a une chose, dans les 3 dernières années, je dirais même dans les 5 dernières années, aujourd'hui les biens prennent entre 10 et 12% par an. Ah oui, quand même. D'accord, donc toi, il y a 5 ans, tu as payé 100 000 euros. Aujourd'hui, tu vas le vendre pour 150 000. Ah oui, c'est pas rien, c'est un beau pourcentage de croissance. Ouais. Exactement, tout à fait. Ok. Donc tu me parlais, ça a fait une très bonne transition. Selon les villes, il y a différents budgets pour investir, etc. Aujourd'hui, moi, imaginons, je n'ai pas un budget très grand. Voilà, j'ai une petite somme d'argent à investir, mais je voudrais quand même me lancer en Espagne. À partir de quel montant ça peut être jouable finalement? À partir de quel montant vous acceptez de vous lancer dans un projet et d'accompagner des gens? Aujourd'hui, pour donner un petit peu d'ordre des tarifs, entre 80 et 100 000 euros, tu peux prétendre avoir quelque chose ici à Alicante.
À partir de 120, 130 000, tu peux avoir quelque chose à Valence. Et je dirais que l'Andalousie, on resterait dans les 120, 130 000, pareil que je dirais que Valence. Après, si tu commences à parler de Barcelone et Madrid, là, on parle d'autres tarifs. Et donc, quand tu dis 100, 120 000, quand tu donnes les budgets, c'est vraiment un budget global, je suppose. Mais du coup, en apport, est-ce que c'est à peu près la même chose qu'en France ou est-ce que l'apport doit être plus gros? Alors, les apports, c'est toujours pareil. Ici, si tu as besoin d'un financement bancaire, en Espagne, on peut faire un financement bancaire à l'étranger, il n'y a aucun problème. Par contre, les banques vont prêter entre 60 et 70% de la valeur du bien. Ok. Donc, il faut que tu aies la différence en apport entre 30 et 40%, c'est un apport que tu dois avoir, plus les frais. Les frais, quand tu achètes, il faut savoir qu'ici, tu payes un impôt qui s'appelle l'ITP, c'est l'impôt de transmission patrimoniale. Ok. Donc, il est différent selon les villes, puisqu'ici en Espagne, chaque ville, c'est elle qui s'occupe de ses impôts. Donc, ça peut être entre 6 et 10% à rajouter. Après, il y a frais de notaire et enregistrement et la gestion de tous le paiement de tous ces impôts-là. D'accord. Donc, là, tu en as pour entre notaire, enregistrement et gestion dans les 3 000 euros. Donc, ça te fait déjà, sur 100 000 euros, tu rajoutes 10 000 d'impôts et tu rajoutes 3 000, ça te fait 13 000 en plus. Donc, il faut compter à peu près 15% à rajouter, à part les 30-40% du départ. D'accord. Donc, compte 45% d'apport, c'est ce qu'il faut que tu aies un minimum pour pouvoir prétendre acheter quelque chose en Espagne. Donc, en fait, si je comprends bien, moi, je suis investisseur français, j'ai quand même deux solutions. J'ai la solution, je me fais financer par une banque française en France, ce qui, je pense, jouable, Oui. ou je me fais financer en Espagne. D'accord. Après, je suppose quand même que c'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que si tu as une capacité d'emprunt qui est déjà ric-rac en France, ça risque de bloquer quand même en Espagne, je suppose. De la même façon. T'auras pas, c'est pas deux mondes complètement dissociés. Non, pas du tout, puisque au contraire, la banque va te demander tes revenus, tes déclarations et plus de 33% de revêtement, elle te donnera pas. D'accord. Donc ça, c'est... Mais alors du coup, je réfléchis en tant qu'investisseur, si demain j'achète, généralement en France, on te demande plutôt 10% d'apport sur ta banque. Là, tu me dis en Espagne, il y a plutôt 20%, ce qui me semble logique parce que c'est pas des banques de ta nationalité, donc elles prennent peut-être un peu plus de garantie. Toi, demain, tu conseilles quoi à tes clients de plutôt se faire financer en France ou en Espagne? Est-ce qu'il y a des avantages de se faire financer en Espagne quand même? Il y a une chose, le seul avantage, je dirais, de se faire financer en France, c'est que la France, elle va te financer sur une condition, c'est que tu aies un bien en propriété en France qui ne soit pas hypothéqué. D'accord. Donc, si tu as un bien en France, la banque elle va te prêter jusqu'à 100% de la valeur de ton bien en France. Donc, c'est-à-dire, par contre, en revanche, si tu n'as pas de bien en France, tu auras de fortes chances d'être bloqué. Oui, tout à fait. Si tu n'as pas de bien en France non hypothéqué, la banque française ne te financera pas parce que la banque française ne financera pas avec une garantie d'un bien en Espagne. Donc, c'est super intéressant. C'est-à-dire que primo-accédant, déjà, ça risque d'être compliqué dès le départ. Exactement. Après, tu veux faire financer en Espagne, aucun problème, sauf que l'apport est complètement différent puisque la banque se réduira à entre 60 et 70% de la valeur du bien. Ok. Donc, naturellement, il faut que tu aies un apport qui est beaucoup plus important. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, si tu as déjà un bien, ta résidence principale, peu importe, en France, tu es peut-être mieux à faire en France avec des taux d'intérêt en ce moment et un apport peut-être plus facilitant. Par contre, si tu n'as pas de bien en France, tu peux quand même l'envisager en Espagne. Et donc, c'est quelque part une contrepartie. Tu vas te demander peut-être plus d'apport, peut-être un taux d'intérêt un peu supérieur. Non, les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est entre 3 et 4% fixe, pareil qu'en France. Donc, on est à peu près sur un taux. Donc, finalement, si tu n'as pas de bien en France, ça permet peut-être de débloquer une situation à te faire financer en Espagne plutôt qu'en France. Ça peut être l'option. Si tu as un apport qui est un peu plus important, c'est tout à fait faisable. Mais toi, en tant qu'investisseur, si tu avais le choix, tu favoriserais quand même un financement français. Oui, bien sûr. D'accord, aujourd'hui, oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, garder son actif et demander plus d'argent à la banque, c'est quand même mieux que de te libérer de l'argent que tu as en apport. Pourquoi ? Parce que la banque espagnole te finance moins. Ouais, tu as raison. Ça marche, écoute, c'est très clair. Donc du coup, ce que je te propose, c'est plutôt de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc c'est-à-dire que là, on a vu que c'était hyper intéressant d'investir en Espagne avec les différentes villes qu'on a évoquées. On a vu que c'était assez accessible. Finalement, si tu as un petit apport, tu peux faire des projets quand même assez abordables. Voilà, mais une fois que j'ai le financement, j'ai l'argent.
comment ça se passe? C'est quoi les grandes étapes pour se lancer? Alors, les grandes étapes, donc c'est naturellement avec J'achète en Espagne. Nous, ce que nous offrons, c'est un service de A à Z, c'est-à-dire un accompagnement complet, clé en main. Donc, le client, pour commencer à travailler avec nous, d'abord, se mettre en contact avec nous, d'abord, tout simplement. Nous, on va lui expliquer, nous sommes spécialisés en chasseurs immobiliers. Donc, notre travail, ça va être de lui trouver le bien à ce client, lui faire des visites au départ pour pas qu'il perde de temps et sélectionner les biens à sa place, à distance. Une fois qu'on a trouvé les biens, on va l'inviter à ce qu'il vienne pour le visiter et concréter. Et à partir de là, nous, on continuera sur toutes les vérifications administratives et juridiques, accompagnés d'avocats si nécessaire, pour aller jusqu'à chez le notaire. Il faut savoir que, par exemple, le notaire ici ne fait que acter le bien, donc il faut faire tout le travail en amont, d'accord, avant d'arriver chez le notaire. Donc, nos conditions sont, au départ, on signera un mandat de recherche. Ce mandat de recherche, il est de 690 € TTC. D'accord. Et nos honoraires sont au succès de 5% hors taxe, avec un minimum de 6 500 €. Oui, donc il y a quand même vous pouvez faire des projets assez petits finalement, mais qui peuvent satisfaire les clients. Et donc j'avais vu, alors vous avez un bouquin, un petit e-book qui est super bien fait avec les différentes étapes. On pourra peut-être le mettre en lien de description pour les auditeurs. Donc tu l'as dit, et j'avais en tête qu'effectivement le notaire, déjà il faut faire attention, on n'a pas du tout le même rôle qu'en France, où en France il vérifie quand même un certain nombre de choses, il l'assure, etc. Là c'est pas le cas, il faut plutôt passer par un avocat. Tout à fait. Donc ici aujourd'hui, chez J'achète en Espagne, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous mettons à disposition toutes les vérifications juridiques sur les biens, faisons appel à un avocat pour qu'il fasse les vérifications et que tout soit en ordre pour qu'on puisse signer. Donc tout ça, ça fait partie du pack que nous avons dans nos honoraires. Donc, en plus, l'avocat fait souvent la traduction, si j'ose dire. Il fait un peu le tampon avec la langue, la barrière de la langue, et des documents qui peuvent être un peu plus compliqués, etc. Exactement. C'est nous, depuis le départ, c'est-à-dire je te dis un petit peu le déroulement. Un client, une fois qu'il a signé un mandat avec nous, et une fois qu'on a trouvé le bien, d'abord on fait une réservation avec ou sans offre, donc selon ce qu'on prétend avec le vendeur. Donc là, il y a un versement, d'accord, qui est généralement de 1% de la valeur du bien. D'accord. Une fois qu'on a l'accord, ce document-là, qui est une réservation, est fait dans les deux langues, dans la langue officielle espagnole et traduite au français dans le même document. Donc, le client va pouvoir lire et il sait ce qu'il est en train de signer. Après, on fera le compromis de vente dans ce qu'on appelle un contrat de arras. Donc là, il faudra qu'il verse 10% de la valeur du bien. Donc, ce contrat-là aussi sera dans les deux langues, d'accord, aussi bien en espagnol qu'en français. Naturellement, juridiquement, la valeur, c'est celui qui est en espagnol, d'accord, puisque nous sommes sur le territoire espagnol. Et à partir de là, le temps nécessaire pour signer chez le notaire. Donc, chez le notaire, ça peut se faire en 3 semaines, d'accord, si le client a déjà l'argent. Et dans le pire des cas, s'il a besoin d'un financement et qu'il faut prendre son temps, on peut aller jusqu'à 90 jours pour signer chez le notaire. D'accord. Et un projet moyen, alors du moment où on fait appel à vos services et où on peut rentrer dans notre maison, notre bien, généralement, en moyenne, c'est quoi le délai estimé à peu près? Il y a une chose. Aujourd'hui, entre le moment où vous avez commencé avec nous et le temps qu'on cherche, qu'on trouve et qu'on signe chez le notaire, ça peut se faire en 3 mois de moyenne. Oui, donc c'est quand même très raisonnable comme délai. En tout cas, moi, le retour que j'ai à la chose, c'est que c'est vrai que je compare ça un petit peu au courtier en France. Finalement, là, il y a quand même beaucoup d'étapes assez complexes. Donc, certes, on peut le faire tout seul, mais il y a quand même la barrière de la langue. Il y a des choses à pas rater. Et je pense qu'en fait, une erreur, elle peut vite coûter 1000, 2000, 3000 €. C'est vrai que les tarifs que les agences comme J'achète en Espagne proposent, ils sont assez attractifs parce que ça évite de perdre de l'argent. C'est une charge mentale aussi en moins. Voilà, ça permet quand même beaucoup de choses, quoi. Il y a une chose, le déroulement, réellement, si on prend de A à Z, d'accord, comme je dis, c'est ce que nous faisons, c'est un client qui nous dit qu'il est intéressé par nos services et qu'il a besoin d'un financement. Nous, nous allons nous charger aussi de le mettre en contact avec un courtier qui parlera français, d'accord, et qui lui va lui trouver les meilleures conditions, d'accord, selon les banques, parce qu'il travaillera avec toutes les banques qui sont sur le marché espagnol. Donc déjà ça, il va être tranquille. On va d'abord voir si son projet est viable, et si son projet est viable,
on va le lancer pour trouver le financement pour qu'il l'ait dans les temps et qu'il ait surtout pas perte d'argent. D'accord? De la même façon pour la banque, c'est-à-dire aujourd'hui le client s'il fait une réservation et qu'il a besoin d'un crédit, on va d'abord s'assurer qu'il a son crédit hypothécaire pour commencer à se lancer dans des réservations et parce qu'il y a le fameux 1% qui peut vite coûter cher aussi en cas de pépin. Ouais. Donc au début, c'est la première des choses qu'on fait. D'accord, c'est s'assurer que l'opération va être viable jusqu'au bout et jusqu'au succès devant chez le notaire. Donc le client aujourd'hui n'a aucune raison de penser qu'il aura une perte d'argent pour une mauvaise gestion. Sur ce côté-là, il n'aura aucun problème. Ça marche. Et donc dans votre e-book, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques étapes bien particulières, notamment donc le fait qu'il fallait ouvrir un compte bancaire en Espagne, c'est-à-dire que tu es financé en France, tu fais appel à ta banque française, néanmoins tu as absolument besoin d'ouvrir un compte bancaire en Espagne. Alors Romain, non. Ça c'est Google. D'accord. Aujourd'hui, alors c'est vrai que si tu pars tout seul à l'aventure, c'est une obligation puisque personne ne va te dire le contraire. D'accord. Par contre, passant avec la société J'achète en Espagne, l'avantage c'est que nous avons des accords avec des notaires. D'accord. Où ils ont un compte séquestre, d'accord, pour nos clients. Donc un client aujourd'hui, de J'achète en Espagne, il envoie la somme totale de l'opération directement sur le compte du notaire. Et c'est le notaire, le jour de la signature, qui distribuera l'argent aux personnes de droit. Donc, aux vendeurs, la quantité qu'ils doivent percevoir. D'accord. Aux impôts, la quantité qu'ils doivent recevoir. La gestion pour qui s'occupe d'enregistrer son bien et de payer ses impôts. Et sa propre facture, puisque c'est lui qui la déliera à ce moment-là. Ouais, donc en fait, pas d'obligation, en tout cas dans la transaction immobilière en tant que telle. Ça, on peut s'en passer quand même. Exactement. Il n'y a que si on passe par un financement bancaire en Espagne, où là, naturellement, la banque va t'ouvrir un compte bancaire pour avoir ton prêt. J'espère quand même. Ça marche. Alors, le deuxième point, j'espère que tu ne vas pas me dire que c'est Google, parce que sinon, je serais surpris, c'est l'obtention d'un NIE. Oui. Alors là, c'est une obligation juridique pour pouvoir devenir propriétaire ici en Espagne. Donc, le NIE, je ne me rappelle plus, l'acronyme, c'est numéro d'identification d'étranger. C'est d'accord. Oui. Donc, le NIE, nous, J'achète en Espagne, nous occupons d'obtenir le NIE pour notre client. D'accord, ça fait partie aussi de à l'intérieur de nos honoraires. D'accord, donc ça fait partie de nos services. Donc le NIE, il y a, juste pour l'anecdote, il y a quelques années, c'était très facile. Il fallait prendre un rendez-vous au commissariat et puis si le client était sur place, il y allait, on lui donnait, on l'accompagnait. Si le client n'était pas sur place, on lui faisait signer une procuration chez le notaire pour que nous, on s'occupe de faire tout ça, donc aucun problème. Okay. Et depuis 2 ans, n'importe qui rentre sur le site pour prendre un rendez-vous pour avoir ce NIE, c'est non, il n'y a pas. Ah oui. Voilà. Donc là, il faut passer par des professionnels comme nous pour avoir ce rendez-vous pour ce fameux NIE pour pouvoir signer. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un numerus clausus? En fait, ils ont limité les NIE pour les personnes qui investissent en Espagne. Non, ils n'ont pas limité. C'est un petit peu plus complexe. C'est qu'il y a des sociétés qui carrément s'octroient tous les rendez-vous qui est possible et disponible au niveau de l'administration. En fait, ils ont mangé une grosse part du gâteau pour attirer des clients et finalement se garder des NIE pour eux et boucher un peu le concurrent. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, un particulier pour avoir un rendez-vous pour un NIE, c'est pas que c'est difficile, c'est impossible. Directement. Donc obligatoirement, il faut passer par un professionnel. Donc c'est là où nous on intervient, ou si nous on arrive à leur avoir sans aucun problème. Ça marche. Donc oui, dans la synthèse, donc le compte bancaire, tu m'as dit, c'était pas un problème. L'obtention du NIE, le dossier de prêt, on en a parlé, avec les différentes vérifications juridiques qui sont faites, notamment par l'avocat. Je m'étais noté aussi le recensement numérique, qui est un point important. Oui. Ils appellent ça avec notre accent. Je m'ai dit comment? Exactement. Ça roule. Voilà. Alors, l'empadronamiento, il ne sert uniquement que si tu es résident en Espagne, d'accord? Okay. Tu as acheté le bien pour ta retraite ou pour venir y vivre. Donc là, oui, c'est le recensement, d'accord? Donc, c'est se recenser au niveau de la mairie pour avoir tous tes droits, d'accord, comme résident espagnol. Donc, tu auras droit à la sécurité sociale, tu auras droit à un médecin, tu auras droit à tous les avantages administratifs pour être résident. Donc là, tu te fais justement le recensement, ce qui s'appelle un empadronamiento à la mairie. Et ce recensement, il marche à partir de combien de jours? Parce qu'il y a la différence quand même entre résident, je dirais fiscal français et espagnol. À partir du premier jour que tu vis en Espagne, le recensement mairie est obligatoire ou c'est un nombre de jours? Non, tu ne peux l'avoir qu'au bout de 183 jours.
D'accord. D'accord, Ouais, c'est donc- précis. Exactement. Tu comptes les dimanches, tu fais... Avant, tu peux pas faire la demande, d'accord? Donc, tu as d'abord ton NIE, tu es propriétaire ici, hein, et à partir du moment où tu es propriétaire, hein, là, hein, tu dois passer 183 jours hein, pour avoir droit à la demande du empadronamiento hein, pour être recensé et pour avoir tous tes droits comme résident espagnol. D'accord. Alors, il faut résider plus de 183 jours ici pour y avoir droit. Et qu'est-ce que je veux dire? L'Espagne ne met pas comment dire, de carotte pour dire aux résidents français, suisses, belges, soyez résidents en Espagne, comme elle avait fait un peu le Portugal, venez payer plus d'impôts en Espagne que dans d'autres pays. Non, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Non, non, non. Sur ce côté-là, aucun avantage fiscal ou de ce sens-là. Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression, la plupart du temps, les investisseurs restent quand même résidents de leur pays, notamment en France, pendant un moment, pour au moins garder la sécurité sociale et les soins français. Voilà, toi tu constates quoi généralement Bah, il y a une chose. Aujourd'hui, hein, sur le... C'est vrai, bon, moi, par exemple, quand je suis arrivé ici en Espagne en 1992, hein, bah, j'ai gardé ma sécurité sociale française, j'ai gardé mes avantages sociaux français. Pourquoi? Parce que ici, hein, c'était un petit peu plus difficile, hein, Mmh. les hôpitaux, les spécialistes, etc. Aujourd'hui, hein, Valence, par exemple, pour pas la nommer, tu as les hôpitaux les plus à l'avant-garde hein, au niveau européen. Ouais. Donc, L'hôpital d'Alicante d'ailleurs qui est très 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 bon, je crois. voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, aucune raison de garder hein, quelque chose hein, pour des avantages hein, de ce côté-là. Par contre, au niveau fiscal, hein, oui, un investisseur aujourd'hui hein, peut, de toute façon, s'il investit, il n'investit pas comme résidence principale, mais il investit comme résidence secondaire ou résidence locative. Donc, lui, hein, il gardera l'intérêt hein, de continuer avec ses résidences françaises et il n'a aucune obligation. La seule chose, hein, ce sont l'avantage de payer au niveau des impôts, hein, c'est que comme tu as acheté un bien en Espagne, hein, Mmh. tu paieras hein, tes impôts en Espagne. D'accord. Et après, il y a un accord franco-espagnol hein, pour ne pas hein, avoir la double imposition. D'accord, donc la déclaration se fait aussi en France, mais hein, avec un justificatif comme quoi on a payé ses impôts en Espagne, puis c'est une obligation, puis ton bien est en Espagne. Donc, hein, aucun problème. Hein. Et hein, les taux pour un francophone aujourd'hui, hein, pour un Européen, les impôts hein, sont de 19% hein, d'accord, hein, des revenus. D'accord. D'accord, brut. Donc, à partir de là, chercher le net avec où tu peux inclure tous les frais. Si tu as pris un crédit, par exemple, un prêt hypothécaire, déduire les intérêts du prêt hypothécaire. Ok, ouais. Tu as fait des travaux. C'est un peu comme en France, avec complètement, tu déduis un certain nombre de charges. Et ça sort. Et donc, en sachant, par exemple, si ta résidence secondaire, l'impôt, il se base sur quoi? Sur ton bien immobilier, c'est ça? Oui, tout à fait. Et celui-là, il s'appelle l'IBE, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, non? C'est pas... Non, l'IBI, non. Ça, c'est l'IBI. Hein. L'IBI, Oui. c'est l'impôt foncier, D'accord. production. Mmh. D'accord. Donc, ça, c'est un impôt que tu payes une fois par an qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre en France. Ok. Hein, moi, je me rappelle, hein, je payais en francs hein, français 5, 6 000, 7 000 euros francs français d'IBI. Ici, aujourd'hui, on paye 200, 300 euros par an. Ah oui, effectivement. Et, La fiscalité est plus souple, on va dire. Ça marche. Donc, je crois qu'on a fait le tour par rapport aux différentes étapes. Est-ce que toi, là, si tu devais faire un warning dans les étapes qu'on a dit, est-ce qu'il y a un truc à pas rater, justement, qu'il faut faire gaffe? il y a une chose. Aujourd'hui, hein, il y a le plus important. Quand on a trouvé le bien, donc c'est les étapes où nous, on se charge. C'est la partie hein, juridique qui est le plus important. D'accord. Et là-dessus, hein, c'est vérifier d'abord que la personne qui vend, c'est bien le propriétaire. Donc, la première des choses, c'est le registre de la propriété. Prendre ce qu'on appelle une note simple. La note simple, c'est la pièce d'identité du bien immobilier, où là, hein, on sait exactement quel est le propriétaire hein, et les conditions hein, du bien. Savoir si il a une hypothèque ou il n'a pas d'hypothèque, quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle a fini, elle va finir. S'il n'y a pas une saisie préventive, s'il n'y a pas un obstacle juridique qui empêche que ça se vende. Donc ça, c'est la première des choses. Pour ça, hein, naturellement, il faut être spécialiste et s'y connaître hein, pour savoir la lire. Donc, c'est pour ça que c'est notre grosse force hein, au niveau juridique hein, qui est très importante où le client il se sent en sécurité hein, jusqu'au bout. Oui, bien sûr, il faut lever les hauts. Hein. C'est comme en France, c'est toujours des hypothèques, c'est des droits de saisie, des choses comme ça. Voilà. Et de façon un peu plus large, sur la recherche d'un bien immobilier en particulier,
Est-ce qu'il y a des choses où en France, ça nous paraît naturel, en Espagne, il faut faire attention? J'ai l'impression qu'il n'y a pas le tout à l'égout partout, tout le temps. J'ai l'impression que des fois, le chauffage, etc., c'est différent. Il y a pas mal de chauffage avec des bouteilles de gaz propane. Est-ce que tu as d'autres choses en tête sur lesquelles il faudrait peut-être Il y a une chose être après. vigilant? Alors, le vigilant, c'est par exemple, si tu prends et tu achètes une maison, d'accord, hein, donc acheter un appartement dans un immeuble, il n'y a pas de grosse surprise, d'accord. Bon, faire attention à l'AG du syndic, qu'il n'y a pas de choses prévues et de gros travaux prévus, donc que ce soit pas toi qui aies l'obligation après de payer. Donc bon, ça, c'est, je dirais, le logique, le normal, c'est facile. Par contre, dès qu'on parle de villas et de maisons, ici, tu as les maisons urbaines et après, tu as les maisons rurales, d'accord, ce qu'on appelle rustiques. Là, il faut faire très attention. C'est pas seulement la note simple qui te donnera tous les renseignements. Tu as, par exemple, contacté l'urbanisme pour savoir qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique sur le bien. C'est-à-dire bien inscrit au cadastre, avec la bonne superficie, tout ça. Exactement, voilà. D'accord. Que ce qu'il a construit, demain, il n'y aura pas une autoroute qui va se construire en plein milieu. D'accord, qu'on ne va pas l'obliger à détruire la piscine qui a été construite parce qu'elle a été construite illégalement ou qu'elle a été faite légalement avec un architecte mais qu'on n'a pas enregistré au cadastre, ni au registre, ni à la mairie. Donc bon, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire très attention. Donc c'est pas seulement un petit document qu'on lit et c'est facile. Non, là il faut il faut connaître et puis après il faut contacter, il faut les administrations, il faut pouvoir entrer dans les administrations pour avoir accès à tout ça. Donc, en plus, aujourd'hui, l'Espagne est devenue un petit peu comme toute l'Europe. Donc, tous les accès sont avec un certificat digital. Obtenir un certificat digital pour un étranger ici en Espagne, c'est pas facile, pour pas dire impossible. Donc, voilà. Donc, et toi, alors, du haut de toute ton expérience et toutes ces années, tu as peut-être une anecdote à nous raconter où c'était un peu chaud ou tu as eu une galère ou... disons que des galères, on essaie d'en voir le moins possible, c'est ça. Mais des anecdotes, on en a quelques-unes. J'en ai une, par exemple, avec des héritiers. Donc, quand tu as un héritage qui a été fait, mais qui n'a pas été encore enregistré, et que d'un seul coup, les propriétaires te disent « on est 4 », et quand tu commences à faire la recherche, finalement, il y a un 5e qui a décédé entre-temps, mais il est là, il existe. Tant que tu n'as pas vraiment cherché à comprendre les pourcentages, etc., et tu dis « tiens, là, les pourcentages, ils ne coïncident pas. 4, pourquoi il manque tant de pourcentage ?» Et c'est là où tu découvres que, justement, il y a eu un 5e que les héritiers ont essayé de cacher. Pourquoi ? Parce qu'il n'était plus là et que les descendants, c'était 3 enfants d'une 2e femme. Enfin bon, c'est pas dormir, quoi. Oui, forcément, là, dans les héritages, ça joue des coudes souvent pour la part du gâteau. C'est clair. Ça marche. Donc, écoute, pour les achats, tout, c'est très clair. On a fait tout le parcours. Moi, j'aurais voulu faire un petit focus sur vraiment quand tu investis pour faire de la location de longue durée ou saisonnière. C'est un point un petit peu particulier. Déjà, en Espagne, alors, bien évidemment, ça dépend des villes et tout. Imaginons si on se base sur Alicante, on peut espérer un rendement moyen de combien environ? Est-ce que c'est assez attractif de louer en Espagne? Oui, alors une chose, Romain, si les chiffres que je vais te dire, tu vas dire non, c'est pas possible. Mais c'est des chiffres qu'aujourd'hui sont là. Ah ouais? Il y a 4 ans, c'était inférieur. Et puis, dans 4-5 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on peut compter entre un 8 et un 10% brut de rendement locatif en location à l'année. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. D'accord, à l'année. Et si on part sur de la rentabilité en location de touristique, donc avec une licence touristique, style Airbnb, on va jusqu'à 20-25% brut. Ah oui, ça commence à être des très beaux, Exactement. des très beaux pourcents. Voilà. Et donc, à part, alors moi j'ai en tête Barcelone parce que c'est hyper compliqué. On sait que les Barcelonais n'en peuvent plus du Airbnb. Je crois que c'est interdit maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Les autres villes restent quand même assez ouvertes. Alicante, Valence, tu peux encore le faire facilement. À Valence, ça y est, c'est fini aussi. Ah d'accord. Ils sont à la chasse contre le Airbnb. Donc, c'est-à-dire que les licences depuis maintenant 3 ans, non 2 ans, pardon, et elles ont une durée, donc maximum de 5 ans. Et au bout de 5 ans, on renouvelle ou on ne renouvelle pas. Donc aujourd'hui, ils ont l'intention de plus les renouveler. Donc, ça ne veut pas dire que tu achètes un bien qui a une licence touristique aujourd'hui, que dans 3, 4 ans, 5 ans, et on va te la renouveler. Donc, la chasse à Valence. À Alicante, je dirais que Alicante ville, c'est aussi compliqué. Par contre, tous les alentours de Alicante, aucun problème.
D'accord, mais du coup, ouais, ça pose quand même des questions. C'est de se dire, quand tu achètes le bien, quand même faire gaffe que ça soit un bien qui peut se louer aussi bien en saisonnier qu'à l'année. Parce que si demain, la ville, elle décide, comme à Valence, de dire on stoppe les autorisations, ça peut être vite compliqué. Donc, je pense qu'il faut faire quand même son calcul de rentabilité dans un premier temps en location longue durée à l'année. Puis, si tu peux le louer en saisonnier, Oui, bénef. vraiment, et comme je dis, aujourd'hui, hein, moi, ce que je conseille à tous nos clients, hein, chaque fois, c'est leur dire, pour les rentabilités, hein, faites un calcul à l'année. Hein. Mm. D'accord? Entre un 8 et un 10% brut, c'est déjà très bien. Il y a 5 ans en arrière, on disait 5% et tout le monde était content. Donc, aujourd'hui, on parle pratiquement du double. Donc, Oui, après, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Il faut aussi se rendre compte de ce qui est possible aujourd'hui. Ça, c'est exactement, tout à fait. Donc, ça, c'est la rentabilité sur laquelle il faut compter. Après, hein, aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, hein, on a une licence touristique. On touche du 20-25% en rentabilité locative. Très bien, on sait que ça peut durer quelques années et que ça peut s'arrêter. Donc, bon, ok. Dans le pire des cas, j'ai plus ma licence touristique, on me la renouvelle pas. Je loue à des étudiants. On loue à 10 mois, on se libère l'été, on peut en relouer l'été différemment où on a une rentabilité supérieure. Donc, on peut aussi jouer là-dessus. Et sinon, hein, le louer à l'année à des familles, hein, où aujourd'hui, avec les rentabilités locatives qu'on a, c'est très intéressant. Ouais, après, tu as raison, c'est souvent, est-ce que tu joues plutôt la tranquillité ou le rendement? Faut savoir que les points de rendement, ils vont aussi amener un peu plus de stress, un peu plus de mouvement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de se dire, peut-être à l'année, il y a peut-être un peu moins de demandes, on se rajoute de la tranquillité, on s'assure un remboursement des loyers avec une longue durée. Et par contre, l'été, les étudiants, peut-être qu'ils rentrent chez eux entre avril et septembre. Et donc, là, on peut se permettre de renflouer à mort les caisses en louant. C'est exactement ça. Ouais. Exactement. Et du coup, vous faites l'accompagnement pour de l'investissement locatif? Parce que demain, j'ai les sous. Alors, je sais pas, déjà, je me dis, c'est quoi, 50, 60, 70 000 euros? C'est possible, ça, un bien sur Alicante ou alentour? Je dirais qu'aujourd'hui, hein, il faut plus compter 70 que 60. D'accord, ouais. D'accord, mais à partir d'un bien à 70 000 euros ici à Alicante, il n'y a aucun problème, on peut le trouver. Donc, nous, naturellement, comme je vous l'ai dit depuis le début, hein, on fera l'accompagnement jusqu'à l'achat. Et puis après, hein, on a aussi une société qui s'appelle Elorent, qui fait partie entière de J'achète en Espagne, qui elle s'occupera de toute la gestion locative. D'accord? Donc là, la même façon, de A à Z, on va faire la recherche du locataire et puis on s'occupera de toute la gestion durant toute l'année du bien. D'accord. Il y a un chauffe-eau qui marche plus, un interrupteur qui s'est cassé, on s'occupera de faire venir le technicien et de faire le nécessaire. Ah, ça c'est super, parce qu'effectivement, notamment si tu es à distance, pas évident de gérer. Gérable. Et cette agence, ça prend combien de pourcentage pour la gestion quotidienne, en fait? Alors, le pourcentage, c'est pour trouver le locataire, c'est un mois de loyer plus la TVA. Et après, la gestion locative, elle est de 8%. Oui, donc c'est à peu près ce qui se fait en France, finalement. Tout à fait. Ça reste raisonnable, on va dire. Ok, je relis un petit peu mes notes, savoir si j'ai bien fait tout le tour. La rentabilité, tu viens de me parler. Les permis de louer, oui, donc par contre, permis de louer, les visas, c'est pas comme en France, qu'en France, c'est plutôt pas à la ville, mais c'est même à la rue. Ici, c'est toute la ville où il y a des rues qui sont exemptées, etc. Alors, pour la location, aujourd'hui, je dirais que toute la ville de Valence, elle est en saturation touristique. Donc, on ne peut plus chercher un bien qui ait une licence touristique avec la garantie qu'elle va durer. Donc, tu peux encore trouver des biens, mais trouver un bien aujourd'hui que tu dis, OK, et maintenant, je demande une licence touristique, c'est la loterie. Mais par contre, peu importe la rue, c'est-à-dire que n'importe quelle rue tu choisis, tu seras soumis à ce visa. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, oui. Il y a 2 ans en arrière, non. C'était selon sa saturation du quartier. D'accord? Donc, si le quartier est saturé, on ne pourra pas te l'avoir. Mais c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est toute la ville de Valence, toute la ville d'Alicante qui est en saturation. Donc, il n'y a plus d'obtention de licence touristique. Question aussi qui me vient comme ça un peu en mode popcorn. Est-ce que tout ce qui est location de biens, on va dire atypiques, genre des chambres, des love rooms, etc., c'est déjà développé en Espagne, ou est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités de faire ce type de location, de nuitée? Il y a une chose. Aujourd'hui, si ton bien s'adapte, à ce genre de location, oui, tu peux le faire et là, tu obtiendras une licence, il n'y a aucun problème. D'accord, mais il faut qu'il soit adapté
à pouvoir faire des locations à une nuit, à 2 jours, etc. Mais en Espagne, donc il y en a comme ça j'ai pas trop regardé sur Airbnb, je t'avouerai, mais est-ce qu'il y en a des biens atypiques comme ça qui proposent des salles de cinéma et tout? C'est quelque chose qui existe déjà beaucoup en Espagne ou pas trop Non, en France? pas trop. Donc ça, il y a peut-être Il y a peut-être un marché à faire. Exactement, tout à fait. Et toi, alors en tant qu'investisseur, alors d'ailleurs, tu investis peut-être déjà beaucoup en Espagne, mais là, si aujourd'hui, là, tu devais investir un peu d'argent et tu partirais sur quoi? Quelle ville, quel type de bien, qu'est-ce que tu viserais? Je dirais que par défaut, hein, je prendrais ou Valence ou Alicante. Ouais. D'accord. Donc, tout simplement parce que c'est les villes que je connais le plus. Et je sais les valeurs de marché, je sais le produit, ce que je pourrais en faire. Donc aujourd'hui, hein, mais c'est pareil, c'est être sur place ou avoir les connaissances, c'est acheter un bien qu'il faut rafraîchir ou faire des travaux. Donc là, souvent, tu obtiens des prix de valeur de marché qui sont intéressants. Nous, si un client décide de faire la même chose, nous, on a les accompagnements aussi de collaborateurs pour faire des travaux, d'accord? Donc, on pourra leur offrir. Donc, c'est avec lesquels nous travaillons tous les jours. Donc, aujourd'hui, je dirais Valence et Alicante. Ça dépendra de mon budget. Et en investissement locatif, oui, aujourd'hui, je mettrais 150 000 € sur un bien à Valence. Je mettrais 100 000 € sur un bien à Alicante. Et j'aurais une rentabilité, par exemple, un appartement aujourd'hui à Valence à 150 000 €, je le loue entre 1 000 et 1 200 € par mois. Ah oui, quand même. Donc, par contre, ça veut dire 150 000 €, je suppose que tu as combien de mètres carrés? Tu as quand même 2 chambres? Disons qu'à 150 mètres carrés, tu peux me prétendre 3 chambres. D'accord, 3 Pour chambres. 150 000 €, tu disais, toi, tu mettais 150 000 €, tu peux prétendre à quoi en termes de surface? 3 chambres? 3 chambres, 80 mètres carrés à peu près. Ah, quand même. Ouais. Et alors, tu privilégierais plutôt ça, un 3 chambres, que prendre 2 ou 3 petits studios de 15 mètres carrés quand même? Alors, il y a une chose, les studios ici en Espagne, tu vas pratiquement pas les trouver. C'est D'accord. pas quelque chose qui prend Oui, dedans, dessus, d'accord. tout à fait. Tu vas les trouver à Barcelone, tu vas les trouver à Madrid, tu vas peut-être trouver ça à Valence dans un vieil immeuble où ils ont pris la chambre du concierge qui était à l'étage tout au-dessus, où là, c'était tout petit parce que c'était pour le concierge. Et donc là, aménagé, la copro le vend. Et là, tu vas peut-être trouver ces biens-là un petit. Mais généralement, aujourd'hui, le minimum, c'est 2 chambres, une salle de bain, cuisine, salle à manger. Ça, c'est ce que tu vas trouver en moyenne en Espagne. D'accord, ouais, super intéressant. Ok, écoute, on a fait à peu près le tour. Je sais pas si toi, tu vois des points qu'on aurait oubliés ou des choses importantes à dire. Non, je crois que là, on a fait un bon tour sur toutes les questions qu'on pourrait se poser si on veut investir en Espagne. Et en tout cas, moi, je prends 5 minutes pour vraiment te remercier, Daniel, parce que je sais que tu es chargé, tu es plutôt sur l'agence de Valence habituellement. Là, tu as pris du temps pour nous recevoir sur l'agence d'Alicante. Donc, un grand merci à toi. C'est un échange hyper plaisant. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à votre directeur d'entreprise, donc Thomas Reuer, avec lequel on a échangé et qui m'a permis ce rendez-vous super sympa à lui. Je verrai avec lui s'il est possible de mettre le e-book dans les commentaires, parce que votre e-book est plutôt très bien fait. Il résume toutes les étapes, les points d'attention. Et si un auditeur ou auditrice est intéressé pour se mettre en relation avec vous, au moins, ils ont toutes les infos. Et puis voilà, si vous, auditeurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça en commentaire. Et on se retrouve rapidement pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Merci encore, Romain. Salut, Merci pour Manuel. la visite. Hey, listen! Déjà, si tu as cette ref, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je. Tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao, ciao, à très vite.